Vous écoutez Turbulence, un podcast de l'agence France Presse. Au cœur d'un monde qui change à toute vitesse, la France se transforme, traverse des crises d'identité. Nous avons choisi 5 zones de turbulence en France que vous pouvez découvrir dans 5 épisodes. Je suis Sarah Lou Lepers et c'est avec moi que vous embarquez pour le 2e épisode de cette série. On plonge dans un monde en mouvement, celui de l'industrie française. Que ce soit le téléphone ou l'ordinateur sur lequel vous nous écoutez, la voiture que vous conduisez ou les chaussures que vous avez aux pieds s'il ne s'agit pas d'un modèle unique, tous ces biens ont été produits par une entreprise industrielle. Et il y a peu de chances que tous ces biens aient été fabriqués en France, car le pays a vu beaucoup de ses usines partir pour le Maghreb, pour l'Asie ou pour l'Europe de l'Est. La France était pourtant leader dans le domaine de la métallurgie, de l'automobile ou encore du textile il y a quelques décennies. En 40 ans, l'industrie française a perdu la moitié de ses effectifs. En pleine campagne présidentielle, après 2 ans de pandémie, et alors que la guerre en Ukraine remet la question de la souveraineté et de l'autosuffisance au cœur des débats, cette désindustrialisation est plus que jamais questionnée. Turbulence, épisode 2. Réinventer l'industrie. Pour ce 2e épisode, je suis allée à la rencontre des salariés de la société aveyronnaise de métallurgie, la SAM, à Viviers. Oui, j'ai mes phares allumés. Ah, mais vous êtes là. Ouais, bon, mais si, j'arrive, vous êtes devant des conteneurs bleus. Tac, tac, tac. L'entrée de l'usine est bouchée par des conteneurs bleus, empilés les uns sur les autres et recouverts de banderoles. Vous pouvez vous garer en face, là, Ok. vous serez tranquille. D'accord ? Très bien, j'arrive. J'ai rendez-vous avec David Gisto, délégué CGT qui a travaillé 31 ans à la SAM et occupe l'usine avec ses collègues. Là, il est 19h30. Il reste encore une vingtaine de personnes. Et puis, ils vont arriver une vingtaine de personnes de nuit. Des moments de partage et de solidarité. Hein, voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Voilà. Ouais. Les quelques 350 salariés de l'usine ont été licenciés en décembre 2021 et une bonne partie d'entre eux se relaient pour occuper le site. Depuis 87 jours, on a décidé de mettre l'outil de production sous notre protection, puisque Renault a pris la décision de ne plus travailler avec cette entreprise et donc le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation. Renault était le principal client de ce sous-traitant. La fin de ses commandes scellait donc la fin de l'entreprise. Licenciés au moment de la liquidation, les salariés dénoncent une délocalisation. D'après eux, le constructeur a décidé de faire appel à une autre fonderie dans l'Est de l'Europe. Contacté par l'AFP, Renault n'a pas fait de commentaire. Les anciens salariés occupent leur usine car ils espèrent encore l'arrivée d'un éventuel repreneur, aidé par l'État ou la région Occitanie. Ils gardent les fours en activité, prêts à repartir. Christelle Rambaud me fait visiter. Là, c'est la nouvelle fonderie, on appelle l'atelier où il y a les plus grosses machines fonderie de l'usine. Devant nous, un four d'une dizaine de mètres de haut, rempli d'aluminium en fusion. Garder les fours pleins et allumés est ce qui permet aux anciens salariés d'occuper l'usine. Les vider peut prendre plusieurs jours et nécessite des mains expertes. Si on l'éteint d'un coup, le métal va figer et c'est très dangereux. Ça peut même exploser. Donc c'est notre moyen de pression pour déjà rester sur le site. Mon poste de travail, c'était là. Ça fait 29 ans que Christelle Rambaud travaille à la SAM. J'ai quitté l'école tôt. J'ai quitté l'école à 16 ans. Je me suis mariée, j'avais 18 ans. J'ai été maman à 21 ans. Et voilà, et j'ai commencé à travailler ici, j'avais 18 ans et demi. La plupart, on a travaillé qu'ici ou travaillé longtemps ici. C'est compliqué au bout de 29 ans, de 20 ans, de se remettre en question. À la SAM, elle contrôlait les carters de voitures. Je la mettais dans cette machine. Le carter d'une voiture, c'est la cuve qui contient l'huile des moteurs. Et après, je la faisais glisser sur le rail et ça passait à l'étape suivante. Le mari de Christelle, ouvrier dans une autre usine du bassin, a lui aussi perdu son travail il y a 2 ans. Grâce à sa formation de menuisier, il a pu rebondir. Mais Christelle, elle, n'a pas le bac. Se reconvertir sera plus difficile. Moi, c'est savoir si je suis capable d'autre chose.
Et même, je ne sais même pas ce qu'on va me demander. Je suis perdue. Que ce soit les politiciens, les financiers, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font aux gens derrière. Pour nous, c'est horrible ce qui nous arrive. Mais pour eux, nous, on n'est que des petits chiffres, des petites virgules, des moins que rien. Mais on est des gens, on a des vies, on a des histoires. On essaie de faire notre mieux possible dans la vie. Mais on est des virgules, des petites fourmis. Oui, on est beaucoup de virgules. Mais à force, on va faire un torrent. Pour le moment, on rigole parce qu'on ne s'est pas encore quitté, mais quand on va se quitter, on ne va pas rigoler. C'est terrible pour le territoire parce qu'en général, une usine, elle est très connectée à son territoire. Anaïs Voigelis est chercheuse associée à l'Université de Poitiers et consultante dans un cabinet qui accompagne les entreprises en transformation. On dit en général, un emploi direct dans l'industrie, c'est 2 à 3 emplois indirects et c'est des emplois induits. Et donc, dès qu'on ferme une usine, notamment dans des territoires où ils sont dépendants d'une ou 2 usines, ça a des conséquences terribles. Et on voit des villes avec des fluctuations de population énormes en raison de ces évolutions de l'activité industrielle. C'est le cas du bassin de Decazeville, qui comptait 30 000 habitants à la fin des années 60 et a perdu un tiers de sa population. On observe la même évolution dans le nord de la France, par exemple, ou dans les Ardennes, dont on parlait dans l'épisode 1. Les ouvriers de la SAM veulent mettre en évidence ce phénomène. David Gisto, qui m'a accueilli, est né à Decazeville. Son grand-père était mineur de fond. Et il a subi lui aussi la fermeture de l'exploitation charbonnière, où déjà à cette époque on disait oui mais le charbon c'est pas l'avenir et puis c'est pas rentable ce que vous faites. Mon père, son fils donc était sidérurgiste et il a subi la même chose en 1987 avec la fermeture de la sidérurgie où on disait oh l'acier c'est pas l'avenir. Puis aujourd'hui tout est fabriqué en Chine et c'est un territoire qui a beaucoup souffert. Les territoires ouvriers subissent les évolutions industrielles françaises. C'est le déclin des ventes automobiles qui touche la SAM et l'abandon progressif des moteurs thermiques pour préserver le climat et réduire les émissions de CO2. Dans un communiqué au mois de novembre 2021, Renault, qui soutient d'autres fonderies en France, explique son refus de suivre le dernier projet de reprise pour la SAM. Un plan pas assez solide d'après eux, dans un secteur qui manque de compétitivité. Même si l'entreprise a offert un accompagnement financier aux salariés, ces derniers expriment leur colère. Je n'ai pas le chiffre exact, mais comme ils sont avec Dacia et compagnie, ils ont fait un super chiffre d'affaires. Comme l'explique Thierry, lui aussi, ancien ouvrier de la SAM, qui ne souhaite pas que son nom de famille apparaisse, même si Renault n'a pas versé de dividendes en 2021, l'entreprise a enregistré un résultat net de presque 900 millions d'euros. Ils ne sont pas à l'agonie, quoi. Mais quand vous passez dans une société où c'est que vous travaillez quand même pour l'un des numéros 1 français, Renault, vous vous dites, mais jamais c'est impossible que ça plie. Ou alors ça veut dire que Renault a coulé et nous, on coule avec. Ces dernières années, la société aveyronnaise de métallurgie avait commencé à produire des pièces pour la voiture électrique phare de Renault, la Zoé. Preuve, selon les salariés, qu'ils avaient commencé une transition industrielle. Au début, je me suis dit quand même, vous voyez, on vit dans un beau pays, la France, c'est l'un des plus beaux pays du monde, d'accord ? On se dit, nous, l'État, on va dire, non, vous n'avez pas le droit de délocaliser et vous allez rester ici. Non, ils ont confirmé que, en fin de compte, que c'était pas viable parce que... Mais ils parlaient sans savoir. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, en mars 2022, un projet de reprise par une fonderie du Lot, située à une centaine de kilomètres, est encore à l'étude. Mais comme Thierry, beaucoup d'ouvriers de la SAM préfèrent ne pas se faire d'illusions. Il et elle se considèrent comme un symbole national de la désindustrialisation. Je ne suis pas syndiqué, je ne fais partie d'aucun parti politique, droite ou gauche en travers. Mais moi j'ai décidé de ne plus voter et je ne voterai plus. Je ne voterai plus parce que je n'ai plus du tout confiance à aucun politique. Thierry n'est pas le seul à ne plus voter. D'après un sondage Ipsos, après les élections européennes de 2019, 60% des ouvriers se sont abstenus. Et parmi celles et ceux qui ont voté, plus de 40% ont choisi le Rassemblement national. La question de la réindustrialisation prend de plus en plus de place. Dans leur programme, les candidats et candidates à l'élection présidentielle d'avril 2022 placent toutes et tous la réindustrialisation comme un sujet majeur. Le gouvernement actuel, lui, assure avoir soutenu près de 800 projets de relocalisation ou de modernisation depuis 2020. Anaïs Voigelis explique que la pandémie de Covid a notamment fait prendre conscience de l'importance d'une souveraineté industrielle.
La souveraineté, c'est la capacité d'un État, en gros, à ne pas dépendre d'un autre, en tout cas, à pouvoir avoir son autonomie dans sa prise de décision. Et la crise, elle nous a montré qu'on était en situation de dépendance, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus sur le territoire un certain nombre de biens jugés stratégiques. Et donc la stratégie, c'est de définir les biens qu'on juge stratégiques et vitaux pour une nation, notamment dans le domaine de la santé, le fait de se nourrir et éventuellement le fait de se défendre et la question de l'énergie. Ça, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on va absolument maîtriser sur le territoire, même si ça coûte plus cher, parce que en cas de crise majeure, on a besoin d'être indépendant là-dessus. Parmi les propositions des candidats à la présidentielle, notamment le renforcement du rôle de l'État dans les décisions qui impliquent l'industrie. Mais d'après cette chercheuse, co-autrice d'un livre sur la renaissance industrielle française, le politique et l'industrie n'ont pas les mêmes échéances. En fait, il y a à la fois le fait que le temps politique est par nature court, alors que le temps industriel est par nature long. C'est-à-dire quand on investit dans une ligne de production, on fait un investissement pour plusieurs années. Et donc, par exemple, une entreprise qui aurait décidé de délocaliser, faire marche arrière pour réinvestir en France, ça peut être compliqué de le faire. Le bilan annuel de la revue L'Usine Nouvelle signale qu'en 2021, le nombre de créations d'entreprises industrielles a dépassé les fermetures. Mais il ne suffit pas de produire en France, d'après Anaïs Voigilis, il faut aussi que ces biens séduisent le consommateur français. C'est-à-dire produire des choses qui répondent aux attentes du marché. Or, les produits made in France, même s'ils servent une souveraineté nationale, sont souvent plus chers que les produits importés. Notamment car ils respectent des normes sociales et environnementales plus strictes. À 150 km de Decazeville, dans le département voisin de la Lozère, on croit aussi à l'avenir du Made in France. L'avenir du français, c'est le consommateur qui le décidera. Est-ce que le consommateur aura le réflexe d'acheter mieux, d'acheter un peu plus cher et de moins acheter en quantité, en volume? Au lieu d'acheter 3 merdes, d'acheter un bon. Celui qui vient de parler, c'est Jean-Jacques Tuffery. Son accent vient de Florac, dans le massif des Cévennes, au beau milieu de la Lozère, justement. Là, on est dans l'atelier Tuffery, où il fabrique un vêtement ancestral en famille. En gros, on pense que c'est notre grand-père qui a inventé le jean, oui. En se basant sur un vêtement de travail. Il avait entendu parler sur Nîmes qu'il y avait un tissu assez costaud. Lui, c'est Norbert, le frère de Jean-Jacques. Les deux frères Tuffery pensent que leur grand-père a inventé le jean à la fin du 19e siècle, un pantalon de travail dans un tissu robuste. Qui est devenu du denim, alors qu'à l'époque, c'était la toile de Nîmes, la villa. La légende veut qu'à peu près à la même période, un certain Lévi-Strauss commence lui aussi à en fabriquer aux États-Unis. Difficile donc de savoir qui a réellement inventé le jean. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du 19e siècle, le midi de la France est un haut lieu de l'industrie textile. Du filage à la confection, en passant par le tissage et la teinture, le secteur est florissant lorsque le grand-père Tuffery crée son atelier en 1892. Le père de Jean-Jacques et Norbert reprend l'entreprise et dans les années 60, elle tourne bien. Où là, on a eu jusqu'à 40 ouvrières, où moi j'ai appris le métier là en sortant de l'école, donc avec mes deux frères. Puis dans les années 80, c'était très compliqué parce que les gens ils fabriquaient au Maghreb, voilà, donc on a arrêté l'atelier. Donc au début des années 80, ils ont fermé leur usine alors que l'industrie textile quitte progressivement la France. De 1996 à 2015, la France perd 2/3 de ses effectifs salariés dans le secteur. Et avec mes deux frères et ma sœur, on a continué toujours à fabriquer des pantalons. Mais c'était vraiment une toute petite échelle. Aujourd'hui, ils ont l'âge de la retraite et ça pourrait être la fin de l'histoire. Sauf que non. Dans la famille Tuffery, je vous présente le fils de Jean-Jacques, Julien. Je pense que le rêve de mon père, c'était surtout que je ne revienne pas en Lozère. En fait, il y a 15 ans, mon père et mes oncles s'étaient détimbrés à essayer de maintenir en savoir-faire une petite unité de production dont tout le monde ou presque s'en foutait. Julien Tuffery a repris l'entreprise familiale en 2015 avec sa femme Myriam. Ingénieurs tous les deux, ils ont quitté leur CDI pour tenter cette aventure. On ne s'est pas quand même mis un matin en se disant... Ah non, mais ça, de toute façon, on prend pas... On l'a quand même bien réfléchi avant, parce qu'on est quand même ingénieurs tous les deux de formation. Donc on part sur des choses assez cartésiennes, donc on fait des tableaux Excel, on fait des programmes, voilà, on fait des plannings, on essaye de planifier pour que ce soit assez carré, que ça rentre dans des délais, voilà. Lorsqu'il décide de relancer l'atelier Tuffery,
le Made in France a le vent en poupe. On s'est dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Tout était là en termes de confection, de savoir-faire. Après, ce qu'il a fallu quand même repenser, c'est le modèle. Parce qu'effectivement, repartir sur un modèle qui a complètement capoté dans les années 70-80, c'était juste pas possible. Ça pouvait pas remarcher, quoi. Le gros avantage de cet atelier, c'est que finalement, il est récent, puisqu'on l'a inauguré en 2017. C'est un brillant exemple de dynamisme de territoire, parce que c'est un atelier relais en fait. Pour relancer l'entreprise, les Tuffery ont bénéficié de nombreux soutiens. Ils louent par exemple cet atelier pour un loyer abordable à la communauté de communes Gorges-Causse-Cévennes. Ces coups de pouce du territoire les ont considérablement aidés à se relancer, d'après Julien Tuffery. Donc là, un peu plus de calme, on est dans le petit entrepôt de la livraison des matières premières. Autour de nous, il y a des montagnes de rouleaux de jeans bleus. Le coton et l'indigo ne viennent pas de France, mais c'est le cas de la laine, du chanvre et du lin que Tuffery intègre dans la composition de ces nouveaux modèles. Aujourd'hui, une toile de jean, je pense qu'on peut en trouver pour moins de 50 centimes le mètre à l'autre bout de la planète. Nous, on n'en a pas une là qui nous coûte à moins de entre 8 et 12 euros du mètre. L'atelier Tuffery assure investir dans un esprit de long terme. Sa priorité, préserver un savoir-faire hérité du fondateur de l'atelier, mais aussi former les salariés sur tous les postes de fabrication, faire attention à leur bien-être en évitant les tâches trop répétitives et surtout, ne pas grossir trop vite. Je reste persuadé que le grand hangar des années 70 avec des files longues de machines à coudre les unes derrière les autres, bon courage à celui qui se tente là-dedans parce qu'il va falloir mettre des gens derrière la machine à coudre. Et les gens aspirent à autre chose qu'un chronomètre et 1000 répétitions de tâches par jour. Il y a pas mal d'enjeux de demain sur le fait de re-rendre le travail manuel attirant, émancipateur et surtout dynamique. Voilà. Derrière les machines à coudre Tuffery, justement, de nombreuses ouvrières, souvent en reconversion. Comme Cécile, qui a 46 ans et que j'ai rencontrée à la pause café. Vous êtes arrivée comment ? Je suis arrivée, mon fils faisait un stage d'entreprise ici et c'est lui qui m'a dit tu vas adorer, tu devrais postuler. Et en fait comme je ne savais absolument pas coudre, j'ai dit bah non, je sais même pas à quoi ressemble une machine à coudre, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans un atelier de couture. Et il a tellement insisté que j'ai quand même posé ma candidature. Et miracle, de suite ils m'ont dit ah bah oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, comment je suis arrivée là. Les Tuffery forment eux-mêmes leurs ouvrières, peu importe leur métier d'origine. Avant, j'ai été 15 ans en grande surface et après femme de ménage. Et j'ai travaillé dans une ferme auberge. Donc je travaillais en été et une semaine par mois en hiver. Ma patronne là-bas me disait mais si tu trouves un travail en plein temps, ici à la montagne, on est obligé. Hein. C'est quand même plus pratique d'avoir un travail à l'année. Hein. Et du coup, vous avez été embauchée à l'issue de la formation ? Ah oui, ça y est, j'ai mon CDI. Oui. Je vais leur casser les pieds jusqu'à la retraite. L'objectif affiché est de construire une entreprise solide sur le long terme avec des salariés heureux. Le salaire le plus bas est à 1 400 € net, au-dessus du SMIC. Et en 2022, l'entreprise versera pour la première fois une prime de participation. Si c'est possible, c'est grâce au succès du Made in France, à un bon référencement sur les moteurs de recherche et à une stratégie sans intermédiaire. Merci le web, l'isolement géographique n'existe plus. Nous, on a une relation de proximité immédiate avec nos clients qui commandent, qui recommandent, qui nous appellent, qui nous font des mails. Ça part dans le 14, 21, 44, dans le 68. En face de nous, des piles de commandes. Certains articles sont en rupture de stock, victimes de leur succès et des délais de fabrication. Mais c'est plutôt bon signe. 5 années après la reprise, Tuffery est passé de moins de 100 000 € de chiffre d'affaires à plus de 3 millions. La famille reste 100% propriétaire de l'entreprise et est en train de racheter l'atelier à la communauté de communes. Pour s'offrir un jean Tuffery Made in les Cévennes, il faut dépenser entre 100 et 300 €. Quand on lui dit que c'est cher, Julien Tuffery répond « Oui, mais pas pour longtemps ». Je pense qu'un jour, on achètera nos biens de consommation en coût planète. Enfin, je ne sais pas comment il s'appellera, en coût humain, coût planète, coût truc. Et là, mon jean, qui est aujourd'hui très cher pour beaucoup, trop cher, quand il sera en coût planète, ce sera le plus bon marché de la Terre entière, enfin du moins l'achat en France, parce que pour le coup, elle est nickel, cette cotation carbone. Autrement dit, d'après Julien Tuffery, les biens fabriqués loin de France coûteront plus cher aux consommateurs français, car leur impact carbone et social sera pris en compte. C'est ce qu'il appelle le coût planète. C'est d'après lui un argument majeur en faveur de la réindustrialisation française.
Quand je terminais le montage de cet épisode, a éclaté la guerre en Ukraine. Et en réaction, une chaîne de mesures visant à isoler la Russie. Cet événement est venu perturber le commerce international et d'après Anaïs Voigelis, il met plus que jamais en évidence l'importance de la souveraineté industrielle. Avec le Covid, on a vu un aspect de dépendance des États dans un contexte sanitaire. Et là, en fait, on se rend compte que, la notion de dépendance, on peut la lire dans différents contextes de crise, et que finalement, on se disait la crise de la Covid, après cette pandémie, on aura un retour à la normale. Et en fait, à la fin de la pandémie, on se retrouve dans une nouvelle situation de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une dépendance sur certaines choses avec des États qui font que si ces États décident que notre stratégie ne leur convient pas, ils ont le moyen d'entretenir un rapport de force qui nous est défavorable. La guerre en Ukraine en est l'illustration. Par exemple, l'industrie européenne craint des pénuries de matières premières produites par la Russie, comme le pétrole, le gaz ou l'aluminium. Et inversement, Boeing et Airbus ont suspendu leur livraison de pièces détachées pour les avions russes. Un moyen de pression qui met en danger la maintenance de la flotte nationale. Ça montre que la question du retour de l'industrie, en tout cas du renforcement de la base industrielle française, n'était pas juste une question temporelle liée à la crise sanitaire, mais qu'on rentre bien vraiment dans des réflexions structurelles de comment les échanges internationaux vont évoluer dans les peut-être 10 prochaines années. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Turbulence, un podcast de l'agence France Presse. Si ça vous a plu, dites-le autour de vous, partagez-le. Nous avons pensé cette série pour qu'elle voyage à travers les oreilles du monde entier. Et pour celles et ceux qui ne parlent pas français, elle sera aussi disponible en version anglophone. Je m'appelle Sarah Lou Lepers, et pour le prochain épisode, je vous donne rendez-vous avec Antoine Boyer. Il interroge l'identité ou les identités des Français dans un pays de plus en plus multiculturel.